Ismaël Diallo, bonjour. Bonjour. Vous étiez collaborateur du président Thomas Sankara, qui a été tué en 1987, c'était en octobre. Il y a eu un procès, il y a eu des condamnations à la perpétuité. Est-ce que la vérité a été dite, selon vous? Disons que j'étais un des camarades de Sankara et il en avait beaucoup. Je ne veux donc pas me présenter ici comme le camarade, un des plus proches camarades. J'étais simplement un camarade de Sankara. Le procès a eu lieu, oui. Il faut se féliciter qu'il ait eu lieu parce qu'il n'était pas dit que cela pouvait arriver. Il y a dans l'histoire de l'humanité combien de crimes d'État qui restent impunis depuis des siècles. Et c'est heureux que, pour une fois, et chez nous en Afrique, un crime politique d'État ait connu un procès et que la famille judiciaire, disons, ait été vraiment indépendante. Que ce soit les juges, que ce soit les avocats, aient vraiment été indépendants dans leurs actions, ce qui est admirable et qui n'est pas nécessairement commun dans beaucoup de pays, et pas seulement en Afrique. Ceci dit, est-ce que je pense que justice a été faite? Je dirais que le droit a été dit. Mais autorisez-moi à dire que je suis un des rares, peut-être, à rester un peu iconoclaste et à persister à dire que la justice que nous appliquons est étrangère à notre civilisation, à nos cultures, à nos us et coutumes. Aller à la justice pour un Africain, c'est toujours aller à l'étranger. C'est comme si un Burkinabé qui a à 20 km de la capitale se rend au palais de justice, c'est comme s'il prenait l'avion pour aller à Paris. C'est vraiment un corps étranger, c'est une greffe qui n'a pas encore pris. Toujours est-il que c'est ce que nous avons adopté, nous faisons donc avec. Donc le droit a été dit. La justice n'a pas été dite, à mon humble avis, pour la simple raison que la justice européenne définit un coupable, définit une sentence, et le dossier est clos. Alors que la justice africaine définit un coupable, oui, mais s'appesantit sur les réparations et sur la préservation du vivre ensemble. C'est la grande différence. La justice que l'on dit a été rendue hier, elle va fossiliser les rancœurs, elle va entretenir les divergences, les rancunes, et il faudrait beaucoup pour réparer tout cela. Alors, parler d'un côté de justice telle qu'elle est pratiquée à l'européenne, et en même temps vouloir le pardon et la réconciliation, je crois que c'est un peu difficile. Mais il faudrait faire avec. De toute façon, j'ai été long, mais c'était pour poser mon propre questionnement. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré a été condamné à la perpétuité, mais il ne s'est jamais présenté au procès. Il a fui le pays. On ne peut pas dire qu'il a eu peur d'affronter la justice burkinabé. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Vous étiez aussi son camarade dans le gouvernement Sankara. Je n'étais pas le camarade de Blaise, j'étais ami avec Blaise. Je n'étais pas son camarade parce qu'il n'était pas un révolutionnaire. Et donc, nous n'avions pas de questions révolutionnaires à discuter ensemble. C'était un ami, il ne l'est plus, ainsi va la vie. Je pense que
il a commis une très grave erreur et il continue de la commettre. Une fois qu'il est parti de Ouaga, qu'il a fui de Ouaga, et de la pire des manières, exfiltré par l'ancienne puissance coloniale, il a continué à s'immiscer dans la politique intérieure du Burkina. Il a continué à diriger son parti de l'étranger. Il n'a pas une seule fois, publiquement, de sa propre voix, condamné les attaques terroristes. Il n'a pas usé de ses relations pour décourager ces attaques. Si Blaise avait fait tout cela, s'il s'était tu, s'il n'avait pas critiqué une seule fois la gouvernance au Burkina, s'il avait dit à son ancien parti de ne plus venir vers lui pour des directives, s'il avait cessé de s'immiscer dans la politique intérieure, s'il avait condamné les attaques terroristes, s'il avait usé de ses relations pour les décourager, les Burkinabés, dans leur majorité, je le prétends, l'auraient invité à rentrer chez lui en toute quiétude. Je prends le risque d'affirmer cela. Mais il ne l'a pas fait. Je crois qu'il est jusqu'à présent tenu par une sorte d'orgueil, par une sorte de refus d'accepter qu'il a été chassé de Ouaga et qu'il veut revenir par la grande porte. Et il veut donc, comme on dirait, le beurre et l'argent du beurre. Donc être amnistié, que l'on passe par perte-profit tout ce qui s'est passé depuis le 15 octobre 1987, qu'il rentre en grand et qu'il continue d'être un parrain de la politique intérieure. Au nom de quoi va-t-il avoir ça? Au nom de quoi? Pourquoi lui serait-il exceptionnel? Pourquoi? Je le dis à l'ancien ami qu'il a été. Alors, il y a un problème de ce côté. Il aurait pu avoir tout cela. Rappelez-vous Mathieu Kérékou au Bénin. Quand Mathieu Kérékou a été battu aux élections par Nicéphore Soglo, Kérékou est resté au Bénin. Pendant 5 ans, personne n'a entendu Kérékou critiquer la gouvernance de Soglo. Personne. Au bout de 5 ans, les leaders politiques béninois ont fait un constat. Ils sont allés vers Kérékou. Ils lui ont dit, tu es le seul à pouvoir battre Soglo. Nous venons vers toi pour que tu sois le candidat. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été le candidat et il a battu Soglo. Il a fait 5 ans et il est reparti. Blaise aurait pu préserver l'avenir et avoir une renaissance s'il s'était tu et s'il avait écrit des mémoires pour accepter tout ce qui s'est passé et dire oui, il y a eu des problèmes, Sankara en est mort. Ce n'est pas la première fois que ça arrive et ce n'est pas la dernière fois, malheureusement, que ça arrivera dans les questions politiques. Et depuis la nuit des temps et sur tous les continents, malheureusement, encore une fois, je prends le risque de dire qu'il est habité par un orgueil qui fait qu'il n'accepte pas d'avoir tort. Et c'est dommage. Assumer ou ne pas assumer, ça ne nous dit pas avoir tort. Il ne veut pas assumer
l'histoire telle qu'elle s'est passée, c'est tout. Il peut ne pas dire j'ai eu tort, il peut dire voici ce qui s'est passé. Il peut même prétendre, comme il l'a fait et comme d'autres avec lui l'ont fait, que Sankara avait l'idée de le faire arrêter ou de le faire tuer, ce que moi et beaucoup d'autres n'ont pas cru et ne croient pas. Parce que nous avons vu venir. Oui, vous étiez effectivement dans l'entourage des deux. Qu'est-ce qui se passe avant justement l'assassinat de Thomas Sankara? Le climat n'était pas sain. Vous avez même voulu tenter quelque chose. Il n'était pas sain, le climat n'était pas sain, il n'était pas sain dès le début de la Révolution. Dès le début de la Révolution. Il n'était pas sain. Mais ce que beaucoup de militaires ignorent, c'est qu'ils croient que parce qu'ils sont militaires, ils sont au-dessus des civils et ils sont exempts de manipulation. Alors qu'ils sont tous manipulés par des civils. Tous. Au bout de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, quels qu'ils soient, ils sont manipulés par des civils. À quelques rares exceptions près, dans quelques rares pays du monde, tous les militaires sont manipulés par des civils, surtout dans nos pays, en Afrique au sud du Sahara. Manipulés par des civils. Par des civils, par des marabouts, par des charlatans, par des belles-sœurs, par des oncles, par des tantes, par tous ces gens. Et les uns et les autres, petit à petit, chemin faisant, se sont laissés phagocyter, manipuler par des civils qui ont leurs propres agendas. Et nous avons vu venir. Et je me rappelle que c'est en juillet 87 que j'ai finalement amené l'un et l'autre à accepter qu'ils avaient un problème. Avant cela, tous les deux niaient. Donc, donc vous amenez Sankara et Blaise Compaoré ensemble. Vous leur parlez. Pas ensemble, différemment. Chaque fois que l'un est venu chez moi, nous avons discuté et j'ai dit à l'un comme à l'autre, vous avez un problème. Il est temps que vous reconnaissiez que vous avez un problème. C'était la première fois en novembre 86. Ils ont nié. La première note que j'ai envoyée à Sankara en août 83, 3 semaines après la prise de pouvoir, c'était pour lui dire qu'il y a des rumeurs selon lesquelles il y a des dissensions entre lui et Blaise, que Blaise serait fâché et qu'il se serait replié à Pau, qui est la base du centre commando. Était-ce vrai? Était-ce faux? Je ne sais pas. Mais c'était des rumeurs. Et il y a eu plein de rumeurs comme ça. Plein de rumeurs comme ça. Il y a eu même des rumeurs que Blaise a échappé à des attentats d'assassinats organisés par Sankara, ce qui était faux. Et vice-versa. Alors, vraiment, à un moment donné, c'était impossible. L'atmosphère était impossible. Au mois de septembre 87, Sankara, revenu de voyage de l'aéroport, est venu directement chez moi. Et il m'a dit, je viens de Libreville. Et à Libreville, le président Bongo a été le premier à me poser une question, à me demander ce qui ne va pas avec Blaise. J'étais surpris qu'il m'ait posé cette question. Il m'a dit Sankara. Je lui ai répondu, en effet, j'ai constaté qu'il y a un problème, mais je ne sais pas quel est le problème. Parce que si moi, Sankara, je suis au pouvoir, c'est bien à cause de Blaise. C'est lui qui a fait le coup d'État d'août 83.
Ce n'est pas moi. Et chaque fois que Blaise m'a dit de faire quelque chose, je l'ai fait. Je peux le dire devant lui. Il y a eu même des moments, m'a-t-il dit, où Blaise m'a dit quelque chose en plaisantant. Quand je l'ai fait, il m'a dit, mais je plaisantais. Je peux vous donner des exemples. Bref, toujours est-il qu'avec Bongo, il a dit que Bongo lui a demandé s'il en a discuté avec Blaise. Et il a dit, oui, j'ai discuté avec Blaise. Et je lui ai dit, s'il veut être président, vice-président ou premier ministre, on crée le poste et il le prend. Bongo lui aurait demandé qu'est-ce que Blaise a répondu. Il m'a dit que Blaise lui a répondu que ça ne l'intéresse pas, ni l'un ni l'autre, ni vice-président, ni premier ministre. Et Sankara m'a dit que Bongo lui a dit que si Blaise lui a dit que les postes de vice-président ou de premier ministre ne l'intéressent pas, c'est que le poste qui l'intéresse, c'est celui de président. Et leur conversation sur Blaise se serait arrêtée là. Je n'ai pas fait de commentaire ce soir-là. Mais c'était vraiment gâté, comme on dit dans le langage africain. C'était gâté. Alors, en juillet 87, donc, j'ai dit à l'un et à l'autre, il est temps que vous fassiez quelque chose, que vous disiez quelque chose. On ne peut pas laisser continuer comme ça. Mais entre juillet et début octobre, vraiment, les clans de l'un et de l'autre se sont donnés à cœur joie de tracts, d'insultes, de toutes sortes de rumeurs les plus fantaisistes, les plus fantasmagoriques, qui faisaient que ce n'était plus tenable. Et ce 15 octobre 1987, j'ai téléphoné à Sankara autour de 8 heures. Il a pensé que je l'appelais au sujet d'un forum anti-apartheid que nous avions eu du 9 au 11 octobre. Je lui ai dit non, je ne t'appelle pas à ce sujet. Et pour retenir vraiment l'attention de Sankara, chaque fois que je lui parlais en anglais. Et en anglais, je lui ai dit, écoute, la situation est intenable. On ne peut plus aller des jours en avant dans cette situation. Il faut faire quelque chose, il faut arrêter cela. Il m'a répondu, ah, ça fait 3h30 que j'écris. Est-ce que c'est 3h30 de temps? Est-ce que c'est 3h30 du matin? Je ne sais pas. Et il m'a dit, je te rappelle quand je vais au bureau. Fine. Il était 8h, 8h30. J'ai raccroché avec Sankara, j'ai appelé Blaise. Au conseil, il n'y était pas. Au bureau, il n'y était pas. Je le trouve je le joins à la maison. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais à la maison à 9h? Il me dit, je suis malade. Je lui dis, j'arrive. J'arrive à la maison et je lui dis, écoute, la situation est intenable. Je viens de parler à Sankara. Je dis qu'il me rappelle. Il faut que vous publiez une déclaration qui sera lue par Sankara ou par toi, ou par Pierre Ouédraogo, secrétaire général des comités de défense de la Révolution. Non, je lui ai dit, pas par Sankara ni par toi, pardon. Pas par Sankara, parce que ceux qui sont avec toi penseront que Sankara ne t'a pas consulté, ni par toi, parce que ceux qui sont avec Sankara penseront que tu n'as pas été consulté, que Sankara n'a pas été consulté. Donc, il faudrait que ce soit de préférence par Pierre Ouédraogo, secrétaire général des CDR, ou Henri Zongo, ou Jean-Baptiste Lengani. Henri Zongo et Jean-Baptiste Lengani étant un des 4 leaders
militaire du Conseil national de la Réponse. Et il m'a dit, pour dire quoi? Blaise m'a demandé, pour dire quoi? Je lui ai dit, pour dire que vous avez constaté que le ver est entré dans le fruit et que vous êtes en train de vous employer à l'extirper. Il s'est tu. Puis il m'a dit, et je répète ces mots, il dira oui et il fera autre chose. Je lui ai demandé qui? Sankara? Il m'a dit oui. Et Sankara dira oui et il fera autre chose? Il me dit oui. Et je lui ai dit, si vous en êtes arrivé là, c'est très grave pour des gens en armes. C'est très grave. Nous n'avons plus parlé pendant près d'une minute. Et pour la première fois depuis que je rencontre Blaise, en 4 ans, c'est lui qui a pris l'initiative de mettre fin à notre entretien. Il m'a dit, je vais me coucher, j'ai le palu, je suis malade. Je dis, OK. Je suis levé, je suis parti. Alors, donc, il y a eu des interférences. Mais au-delà des interférences politiciennes, des petits clans politiques, soi-disant de gauche et tout ça, il y a eu d'autres forces obscures qui ne disent pas leur nom et qu'au Burkina, on ne veut pas citer parce que ce sont des non-dits. Revenons sur cet épisode d'avant l'assassinat de Thomas Sankara. Vous vous proposez de faire un draft d'un communiqué à lire. Vous faites la proposition à qui? Et est-ce que vous avez rédigé ce draft? Je n'ai pas rédigé de draft parce que pour moi, ça devait venir vraiment du cœur et de la raison. S'il m'avait demandé de faire un draft, je l'aurais fait, à soumettre à Sankara et à Blaise. Mais on n'en était pas là parce que j'ai eu le sentiment qu'il y avait rupture. Et je suis parti de chez Blaise avec l'idée qu'on avait franchi le Rubicon et qu'il fallait s'attendre au pire. Qu'est-ce qui allait être le pire? Je ne sais pas. Mais je ne m'attendais pas à ce que Sankara soit tué. Et Sankara, il est tué après combien de temps? Comment? Vous quittez chez la résidence de Blaise Compaoré et Sankara, il est assassiné après combien de temps? J'ai attendu qu'il me rappelle, il ne l'a pas fait. Je l'ai appelé à 15 heures au bureau. Le même jour? Le même jour, oui, le 15 à 15 heures au bureau. Et le soldat m'a dit, ne quittez pas. Puis il m'a dit, il m'a fait attendre quelques minutes. Et il m'a dit, il vient de bouger, comme on dit dans le français africain. Il vient de bouger, je crois qu'il est en route pour le conseil de l'entente. J'ai dit OK. Et je me suis dit, je vais attendre une trentaine de minutes et je vais appeler le conseil. J'ai dû attendre peut-être un peu plus longtemps, je ne suis pas sûr. Toujours est-il que j'ai une nièce qui travaillait à l'ambassade d'Égypte, laquelle est contiguë du conseil de l'entente. Elle me téléphone, elle me dit, tonton, ça tire au conseil. Je dis, ça tire au conseil? Elle me dit, oui, ça tire au conseil. Je dis, OK, si tu peux t'échapper tout de suite, en prenant la route opposée, vas-y, sinon, va dans les toilettes, assieds-toi là-bas, recroqueville-toi jusqu'à ce que ça passe. Et j'ai commencé à avoir des appels partout.
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et tenez-vous bien, c'est de Paris qu'on m'apprend que Sankara a été tué, pas de Ouaga. Et qu'est-ce que vous faites après? J'essaie de comprendre, mais je répondais plus au téléphone que je faisais autre chose. Et des gens me téléphonaient pour me demander de me mettre à l'abri, etc. Bon. Mais ce qui me préoccupait le plus, c'est d'avoir la confirmation et de savoir vraiment si c'est vrai que Sankara a été tué. J'espérais que ce ne soit pas vrai. Je pensais que des jeunes officiers s'étaient réunis et avaient sommé Sankara et Blaise sinon qu'ils allaient les mettre tous les deux à la touche. Voilà ce que j'ai espéré. Mais quand j'ai commencé à entendre les communiqués qui pourfendaient Sankara, je me suis dit, ah, c'est peut-être vrai. Et ceci s'est passé jusqu'au lendemain. Et le lendemain, vous avez quand même le courage de vous rendre chez Blaise pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Il m'a téléphoné. Il m'a demandé si je pouvais venir au conseil. Et j'ai dit oui. Je suis allé au conseil. Je l'ai trouvé dans la même tenue de sport qu'il portait la veille, le 15 octobre. Il m'a demandé de m'asseoir et je lui ai dit, je jure sur l'honneur, Blaise est encore vivant. Je lui ai dit, avant que je m'asseye, j'ai deux questions à te poser. Premièrement, as-tu dit de tuer Sankara? Il m'a répondu, non. Je voulais le faire arrêter samedi et le forcer à démissionner. Je lui ai fait remarquer que samedi, nous étions vendredi, je lui ai dit, samedi c'est demain. Sankara est mort hier jeudi. Et il m'a répondu, je t'expliquerai. Je lui ai dit, deuxième question, la révolution continue, oui ou non? Il m'a répondu, bien sûr qu'elle continue. Sur ces entrefaits, le commandant Lengani est entré, nous nous sommes salués, et j'ai dit à Blaise, je vous laisse. J'ai commencé à partir, je me suis arrêté, je me suis tourné vers Blaise et je lui ai dit, il y a encore des traces de sang sur les murs du bâtiment où se trouve le bureau de Sankara. Il faut faire enlever ça. Il y a des diplomates qui arrivent, il y a des journalistes qui arrivent. Ça ne fait pas bien. Et je suis parti. En lui posant la question de savoir s'il a dit de tuer Sankara, en réalité, c'était pour savoir simplement ce qu'il allait me répondre. Parce que comment pouvait-on le faire sans qu'il n'ait donné son OK ou sans qu'il n'acquiesce après coup? Deuxièmement, est-ce que la révolution continue? Bien entendu, elle n'allait pas continuer. Parce que j'ai su, chemin faisant pendant les 4 ans, qu'il n'était pas un révolutionnaire lui-même.